Napoléon Bonaparte. Un des trois plus grands conquérants aux côtés de César et Alexandre, il a créé la base du code civil que nous utilisons encore à ce jour, et il est aussi le premier self-made man de l'histoire. Si vous pensiez que Wayne Gretzky, Michael Jordan ou encore Mbappé sont des légendes, eh bien je vous demanderais de reconsidérer et me donner quelques minutes de votre temps pour vous parler de mon boy, Napoléon Bonaparte. 2 jours après s'être marié, il part directement pour le nord de l'Italie pour sa première campagne. Arrivé à Nice, il réalise à quel point ses hommes sont désorganisés, sous-équipés et indisciplinés. Mais pas pour longtemps. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde, et vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Premièrement, il faut réaliser que les ordres que Napoléon avait reçus lui mentionnaient clairement qu'il s'agissait d'une campagne de diversion. Mais du moment qu'il les a reçus, il s'est probablement dit « Bah les couilles frère ». Il a décidé de diriger ses troupes directement au royaume de Piémont-Sardaigne. Sachant qu'ils étaient nettement moins nombreux, la strate de Bonaparte était de battre chaque bataillon ennemi séparément. Pour ce faire, il a positionné ses troupes en plein milieu des positions des légions sardes pour s'assurer d'avoir l'avantage numérique à tous les coups. Comment ça s'est passé? Il a détruit les sardes sur tous les champs de bataille. Comme l'a si bien dit l'historien Jean Tullard, surprise, supériorité numérique et propagande. Voilà le succès de Napoléon. Oui, propagande, vous avez très bien entendu. Disons seulement que dans son temps, il n'y avait aucun média social en dehors des journaux. Journaux qu'il créait, écrivait et publiait lui-même. Napoléon vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. C'est grâce à ça que tout le monde oublia la défaite du pont d'Arcole et que sa victoire au pont de Lodi en Lombardie est entrée dans sa légende en lui rapportant beaucoup de respect de la part de ses hommes et du peuple français qui lisait, les journaux. Napoléon et ses troupes n'encaisseront aucune défaite et vont sortir de l'ennemi de Milan où ils arrivent en libérateurs aux yeux de la ville. Tout juste avant d'adresser un discours aux habitants et à son armée, il commença à réaliser que sa carrière pourrait potentiellement évoluer au-delà d'être uniquement un haut gradé militaire. 2 jours plus tard, lui et ses troupes retournent au front et vont gagner toutes les batailles jusqu'à marcher sur Vienne, poussant les Autrichiens à se déclarer vaincus. Suite à ses succès durant la campagne d'Italie, Napoléon est élu membre de l'Institut national de France dans la section des arts mécaniques, dans la classe des sciences physiques et mathématiques, en plus d'avoir une nouvelle cote de popularité aux yeux des Français, ce qui n'a pas vraiment plu au directoire. Donc pour y remédier, ils ont choisi de lui donner une nouvelle mission. La conquête de l'Égypte, avec comme but principal de bloquer la route aux Britanniques en direction de l'Inde. Mais en vrai, l'objectif du directoire en ce moment, c'est simplement d'éloigner Bonaparte du pouvoir. Son influence grandissait à chaque instant, faisant de lui une menace pour le directoire qui était prêt à tout pour éviter une situation de césarisme. Au plateau de Gizeh, Napoléon fait ce qu'il fait de mieux et entre en guerre directement contre les Mamelouks au pied des pyramides. Il les a littéralement détruits. Entre 1200 et 8000 Mamelouks sont morts contre seulement 29 du côté des Français. Mais problème se manifeste à l'horizon. Les Britanniques arrivent au port d'Aboukir et écrasent la flotte française. Bonaparte et son armée sont donc maintenant coincés en Égypte, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il décide d'assiéger le pays et commence à le gouverner comme s'il en serait le roi. C'est à ce moment précis qu'il se met à étudier et apprendre comment diriger une nation. Mais quelques semaines plus tard, le sultan Selim III déclare la guerre aux Français. Et Napoléon riposta ni une ni deux en fonçant sur Jaffa en Syrie. Les Français remportent la bataille et assiègent Jaffa en plus d'avoir plus de 3000 prisonniers de guerre. Mais ne sachant quoi faire d'eux, Napoléon décida de commettre un crime de guerre en exécutant tous les prisonniers mamelouks. Malheureusement, peu après, les troupes françaises sont envahies d'une épidémie de peste. Devant retourner en Égypte, il s'est vu contraint d'empoisonner tous ses soldats blessés et malades. Faisant leur retour en Égypte, les Français foncèrent au port d'Aboukir, où l'armée turque les attendait de pied ferme. Ils gagnèrent une fois de plus la bataille, même en étant en déficit de 7000 soldats. Directement après, Napoléon reçut des ordres venant de Paris. La situation ne va plus. Le directoire ne fait plus l'unanimité auprès des gens qui sont plus que tannés de la révolution. En apprenant ça, Bonaparte remet le commandement des troupes à son bras droit et part seul vers la France, où il est accueilli chaudement par les Français.
Un des 5 membres du directoire, Emmanuel Sieyès, a réalisé que le directoire était vraiment instable et corrompu. Il a alors élaboré un plan pour remplacer le gouvernement par un régime autoritaire. Pour ce faire, il a cherché durant tout l'été précédent son plan pour un général militaire qui lui servira à intimider le directoire en démontrant qu'il était prêt à employer la force. Et si vous écoutez bien depuis le début, vous devriez avoir une petite idée de qui il s'agit. Le plan se met en œuvre le 9 novembre 1799 au château de Saint-Cloud. Le Conseil des 500 et le reste du directoire prenaient des heures pour essayer de faire bouger les choses, mais rien n'avance et ils commencent à comprendre que quelque chose cloche. L'ironie du sort fait en sorte que le président du directoire était nul autre que le frère de Napoléon, Lucien Bonaparte. Le lendemain, Napoléon commençait vraiment à s'impatienter et en un claquement de doigts, prit des soldats à sa solde et se dirigea vers le château en se disant en allant leur parler, les choses vont s'arranger. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en tant que haut gradé militaire, il n'a pas le droit d'entrer, sauf s'il est invité. Donc du moment où il franchit la porte, le directoire considère sa présence comme étant un coup d'état militaire, et c'est exactement à partir de ce moment-là que les choses commencent à devenir vraiment chaotiques. Le Conseil des 500 sont outrés. Outrés, tabarnak. Napoléon, ayant mené des hommes à partir du front de ses bataillons de guerre, se sent en danger pour la première fois. Quelqu'un tente de le poignarder alors que tout le monde scande en voulant le sacrer hors la loi. Il quitte de force avec ses soldats en suant de partout et ne sachant qu'une chose, il a tout fait foirer. Mais c'est exactement à ce moment-ci que le frère Lucien vient sauver les meubles. Il est contraire à tous les principes de la République qu'une minorité fasse peser la terreur sur une assemblée élue par le peuple. Si j'avais pensé un seul instant que mon frère est intenté à la liberté, je l'aurais percé moi-même de mon épée. Directement après, Murat, bras droit de Napoléon, prend les troupes et chasse tout le monde hors de Saint-Cloud. Le jour suivant, 11 novembre 1799, le directoire est aboli et remplacé par le régime du consulat français, avec à sa tête Bonaparte en tant que premier consul. Napoléon venait tout juste d'acquérir le pouvoir politique. Mais ce nouveau régime n'a jamais fait l'unanimité auprès des autres nations européennes. C'est pourquoi, en 1804, il instaura le premier empire français pour indiquer au monde que la révolution était terminée et que la France était redevenue une monarchie. Pour concrétiser le tout, le 2 décembre 1804, il se couronne lui-même empereur de tous les Français sous les yeux du pape Pie VII qu'il avait convoqué pour bénir l'événement à Notre-Dame de Paris. Maintenant, au sommet du game, Napoléon veut que son premier succès en tant qu'empereur soit une grande victoire militaire, et ce contre son ennemi de toujours, l'Angleterre. Il a donc mobilisé 200 000 soldats à Boulogne-sur-Mer, où seule la Manche les sépare. Les Français passeront 2 ans sur place, avec le même but en tête que Guillaume 750 ans avant eux, la conquête de l'Angleterre. Mais lors des préparatifs, Napoléon apprit que les Russes et les Autrichiens s'amenaient à toute vitesse vers la France, et qu'ils étaient déjà en Allemagne. En apprenant ça, Napoléon regroupa ses troupes et fonça en direction des tranchées allemandes, en repoussant l'ennemi jusqu'à la ville d'Austerlitz en Autriche. Sur place, Napoléon commence à examiner le terrain avant que l'adversaire arrive. Il plaça ses hommes sur le plateau de Pratzen et attendu quelques jours avant de rebrousser chemin pour donner l'impression aux Russes qu'il avait peur d'eux. Il est même allé jusqu'au point de leur faire des demandes de traité de paix pour les forcer à commettre une erreur. Bonaparte et un prince russe finirent par se rencontrer à ce propos, mais ils n'arrivèrent jamais à un consensus et l'empereur décida de quitter les lieux. Les Russes pensaient probablement en avoir terminé de la menace Napoléon, mais ils ne se doutaient pas du tout qu'ils se mettaient le doigt dans l'œil. Le lendemain, les Russes se déplacèrent en direction des Français et la bataille commença. Les Russes commettent l'erreur d'ouvrir le centre de leurs troupes. Réalisant ça, Napoléon envoya 20 000 cavaliers pour en prendre avantage et réussit à leur reprendre le plateau. Étant le badass qu'il était, Napoléon dit « L'ennemi se comporte comme s'il était sous mon commandement ». Les Russes tentent de corriger leur erreur en envoyant leur garde impériale, mais en vain. Les Français ont gagné la bataille ne faisant qu'une-boucher les Russes. Le lendemain au château d'Austerlitz, Napoléon dit à ses hommes « Soldats, je suis content de vous. Il suffira que vous disiez que vous étiez à Austerlitz pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ». En 1814, Napoléon revient de la campagne de Russie, qui fut un de ses plus grands échecs. Dans les mois qui suivirent, les nations européennes créèrent une coalition pour enfin venir à bout de l'empereur corse, après des années de guerre, jusqu'au jour où ils réussissent à repousser la menace française aux portes de la capitale, Paris.
Napoléon fut forcé d'abdiquer contre son gré et fut emmené à l'île d'Elbe, où il a été condamné par la coalition à y terminer sa vie. Mais malheureusement pour la coalition, vous pouvez clairement voir qu'il reste du temps à la vidéo. Du moment où il mit les pieds sur l'île, il commence à élaborer un plan pour retourner sur son trône. Le 1er mars 1815, lui et quelques-uns de ses soldats les plus fidèles arrivèrent à Golfe-Juan après avoir passé près de 100 heures sur la Méditerranée. Suite à son abdication, les coalisés avaient réinstauré la monarchie des Bourbons et avaient placé le frère de Louis XVI, Louis XVIII, sur le trône. Sachant cela, Napoléon sait que s'il veut retourner au pouvoir, il doit aller à Paris. Et il veut le faire sans se battre, puisque ceux qui s'opposeront à sa route seront des Français. Arrivés au lac Lafré, ils se font arrêter par un régiment de Grenoble envoyé par le roi. Tous les soldats avec Napoléon étaient prêts à faire feu, mais exactement au même moment, Napoléon descend de son étalon, ordonne à ses hommes de baisser leurs armes et commence à marcher en direction des soldats du roi, jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour qu'ils l'entendent et leur dit « Si vous voulez tuer votre empereur, tirez ». Après quelques instants, « Vive l'empereur !» est scandé par tous les soldats du roi qui le désertent par le fait même en se ralliant à Napoléon. Le 20 mars 1815, Louis XVIII prend toutes ses possessions et quitte Paris complètement mort de peur, alors que Napoléon est aux portes de la capitale. Il réinstaure l'Empire immédiatement, par le fait même attirant les foudres de la coalition. Il est maintenant forcé de repartir en guerre. Il voulait simplement leur parler pour faire la paix, mais pour y arriver, il savait qu'il devait gagner. Le 18 juin 1815, la célèbre bataille de Waterloo se déroula. L'armée française se fait complètement détruire par les Britanniques aidés de l'armée prusse. Napoléon fut forcé d'abdiquer pour la seconde fois et les Britanniques l'envoient à l'endroit duquel il ne pourra s'échapper, l'île de Sainte-Hélène au beau milieu de l'Atlantique. Pendant les 6 années qui suivent, il fait écrire sa biographie, le faisant par le fait même devenir une légende de l'histoire universelle. Il décède le 5 mai 1821 et comme il le souhaitait, son corps est rapatrié en France par le roi Louis-Philippe Ier, 19 ans plus tard, et amené à l'hôtel des Invalides, où il y repose encore aujourd'hui.